Merci à tous d'être présents pour cette session sur le label numérique responsable. Donc pendant cette petite heure qu'on a ensemble, on va essayer de vous partager les coulisses du label. Voilà, parce que maintenant, ce n'est pas les 10 ans du label, mais on en est à 4 ans, grosso modo, je crois, 4-5 ans. Donc ça commence à avoir une petite antériorité quand même, mine de rien. Ça sera l'occasion aussi de faire des retours d'expérience et des partages avec nos invités qui sont là aujourd'hui, qui nous font l'honneur d'être présents, d'avoir fait un peu de route, certains. Voilà. Et du coup, ça ne marche plus. Et du coup, pour cette session, je vous laisse peut-être... Marie, je te laisse te présenter. Donc, moi, je m'appelle Marie Laurentès, je travaille pour le groupe 7TO, on est présent à LAT, pour ceux qui sont à Montpellier. Et on est un éditeur de logiciels, je suis responsable projet, je m'occupe notamment de toute la stratégie ESG qu'on appelle chez nous RSE du groupe. Voilà, et moi je suis Julien Rousseau, je suis responsable engagement salarié et citoyen chez Pierre Fabre. Donc concrètement, ça veut dire donner des jours de congé à des salariés pour toutes les questions de l'attractivité et de la rétention effectivement des talents. J'étais recruteur avant. Et puis l'organisation de team building. Et puis pour être très sincère, c'est en 2019, fin 2019, en échangeant sur un réseau social pro avec Emmanuel Laroche, qui était l'intervenant de la conférence précédente, que c'est un peu mon Sherpa numérique responsable. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé au sujet, m'intéressant au sujet à titre personnel des limites planétaires depuis une douzaine d'années. C'est petit à petit qu'on a fait intégrer une culture numérique responsable au sein de l'entreprise et que l'entreprise a été labellisée le 18 avril de niveau 2 sur l'ensemble de ses activités et filiales. Voilà. Tu veux passer où À Lavore. Et moi, donc Bastien Ducreuset, je suis responsable RSE de Groupia et accompagnateur aussi au label numérique responsable. Et Groupia, en quelques mots, on est une structure, parce que je ne le ferai pas dans la suite de la présentation, juste pour dire en quelques mots, on est une entreprise de services numériques qui a plus de 27 ans d'existence. Et on a pris le virage du numérique responsable depuis maintenant au moins 6 ans quasiment sur ces sujets. Donc comme je disais, on va rapidement vous présenter le label quand même, parce que voilà, vous ne connaissez peut-être pas du tout le label, ce sera l'occasion de vous dire ça en quelques mots, les grandes étapes, mais on n'ira pas trop loin non plus dans le détail des étapes du label. On va plus se concentrer sur les retours d'expérience de nos invités pour voir au niveau de terrain comment ça se passe concrètement. Alors, le label numérique responsable est porté par l'agence Lucie, d'accord, c'est l'agence Lucie qui l'opère. En revanche, le référentiel appartient à l'Institut numérique responsable et à France IT. Voilà, il est coporté. Il comporte 2 niveaux. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 organisations qui sont chacune d'un niveau 1 et niveau 2. Voilà. Le niveau 1 étant, on va dire, plus simple à atteindre, mais ne veut pas dire que l'entreprise est forcément moins engagée. Voilà, ça c'est peut-être important à avoir en tête. Le niveau 2 demande plus de démarches plus approfondies sur certains aspects, et on en parlera. Par contre, au niveau 2, si l'entreprise n'est pas engagée un minimum, c'est sûr que... Enfin, un maximum, on va dire plutôt. On va plutôt dire ça. C'est quasiment inatteignable. Ça se base sur le référentiel qui a été construit par l'Institut numérique responsable avec France IT, qui se déroule autour de 4 thématiques principales. Tout ce qui est autour de la stratégie de la gouvernance, c'est impératif, c'est comme toutes les démarches RSE. Il faut vraiment montrer le soutien et l'engagement de la gouvernance, donc ça c'est un point essentiel. Il y a tout ce qui est soutien à la stratégie. Donc ça, vous le verrez, ça va être tout ce qui est derrière formation, communication, il y a tous ces éléments-là derrière. Cycle de vie des services numériques, c'est un peu le cœur du réacteur, on va dire. C'est là où vous allez regarder l'impact de vos machines, de vos logiciels, comment vous faites vos achats, etc., etc. Et enfin, la dernière thématique qui est très intéressante, c'est l'extension de cette démarche. Comment, au-delà de sa propre démarche au niveau de son organisation, on l'étend au-delà avec toutes nos parties prenantes, même si vous le verrez quand même, sur les autres thématiques aussi on aborde ça, mais c'est potentiellement un peu moins fort. Et il y a des thématiques sectorielles qui sont très importantes. Tout le monde n'est pas soumis, bien sûr, ça dépend de typologie d'organisation. Nous, par exemple, on est aussi labellisé
niveau 2 à groupe ICA, et on est ESN, donc on est soumis au référentiel de produits et de services numériques. Et ça va vraiment zoomer sur la partie métier. Et vous avez une spécificité pour la partie collectivité. Voilà. On va dérouler tout un tas de questions sur l'engagement citoyen, par exemple. Vous avez accès au référentiel, il est disponible sur le site de l'agence Lucie. Il est beaucoup plus détaillé. Voilà, il explique point par point. Le parcours du label. Alors, là, il y a les deux réunis. Il y a le niveau 1 et le niveau 2. Globalement, c'est à peu près les mêmes étapes, on va dire. Vous commencez toujours par une phase d'état des lieux et de préparation à un audit. Donc, c'est juste que le travail est plus ou moins long selon le niveau. Il y a un niveau de détail qui peut être plus élevé au niveau 2. Vous avez un audit, pareil, qui n'est pas le même entre le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 2, c'est dure plus longtemps en termes d'audit et c'est des interviews qui sont présentes notamment sur site. Le niveau 1 se fait principalement à distance. Ensuite, vous construisez vos engagements sur la base de votre état des lieux, donc l'auto-évaluation que vous faites en interne, et sur les retours de l'auditeur, qui est un auditeur externe, un tiers de confiance, qui va être Bureau Veritas par exemple, ou SGS, ou Bécarty. Suite à ça, donc, vous construisez vos engagements sont construits, vous passez devant un comité d'habilitation pour le niveau 2, et vous avez le label, ou un comité interne pour le niveau 1. Voilà. Après ça, vous avez un audit de mi-parcours au niveau 2 au bout de 18 mois, pour contrôler justement votre démarche. Est-ce que vous êtes dans la bonne dynamique? Est-ce qu'on est bon? Est-ce que c'est difficile? Alors c'est très rare qu'on retire le label en milieu de parcours, sauf si vraiment votre organisation n'est vraiment pas dans la démarche ou a des communications qui sont complètement contraires à la dynamique et aux valeurs portées par le label. Mais bon, c'est jamais arrivé parce que justement toutes les étapes d'avant permettent de contrôler et de vérifier ça. Vous n'avez pas d'audit intermédiaire sur le niveau 1. Et vous avez un audit de renouvellement qui est plus court sur le niveau 1, qui dure 2 ans, et sur le niveau 2, qui est de 3 ans. Donc là, le renouvellement, vous devez tout refaire. Bon, c'est plus simple, bien sûr. Et vous refaites l'évaluation de votre état des lieux, voilà, tout ce qui s'est passé depuis le début. Vous refaites un audit, vous reconstruisez de nouveaux engagements sur un nouveau cycle. Vos engagements étant construits sur un cycle de 3 ans pour le niveau 2 et de 2 ans pour le niveau 1. Il correspond au timing du renouvellement. Donc voilà en quelques mots. On pourra répondre à vos questions plus précises sur le déroulé, mais voilà, on ne va pas forcément se concentrer plus que ça sur le sujet pour l'instant. Et rentrons tout de suite dans le vif des retours d'expérience avec Septéo et Thomas-Marie. Alors nous, on n'est pas encore, je précise quand même, on n'est pas encore labellisé niveau 1, on aura l'audit en janvier. Par contre, on a bien avancé sur notre démarche. Du coup, on m'avait demandé de répondre à 2 questions. La première, c'est pourquoi on se lance dans ce label. Donc moi, je voulais présenter Septéo en même temps, parce qu'en fait, la présentation va me permettre aussi d'expliquer pourquoi on est parti sur ce label-là. Donc Septéo, on est... je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent par exemple Genapi ou Cécile, c'est anciennement des PME. Maintenant, au fur et à mesure, on s'est étoffé avec plusieurs entreprises. Aujourd'hui, on a une 40aine d'entités et notre siège social est à Latte. Et surtout, en fait, on est maintenant dans le top 10 des éditeurs de logiciels. De par nos solutions, on a à peu près une 40aine de solutions qui adressent les professionnels du droit, de l'immobilier, de l'hospitalité. On adresse 200 000 professionnels. Et du coup, on a un impact en fait sur 40 millions de personnes aujourd'hui. Ce qui est énorme, c'est parce qu'en fait, chacun d'entre vous dans la salle, vous êtes sûrement passé sur une de nos solutions pour acheter un bien immobilier, pour vous marier, pour avoir recours à un avocat. Et ça nous donne une responsabilité. Et la responsabilité qu'on a, c'est qu'on doit fabriquer des logiciels qui sont durables. C'est aussi pour ça qu'on allait dans cette démarche-là de label numérique responsable. C'est aussi dans notre cœur, c'est dans notre ADN en fait d'être engagé, parce que bien avant de parler de label, on est déjà très engagé chez Septéo depuis des années. Tout à l'heure, tu en parlais chez Pierre Fabre, nous on ne l'a pas encore très processisé, parce qu'on s'organise, on grandit petit à petit. Mais chez nous, on est très engagé à donner de l'argent à des fonds de dotation, mais aussi engagé au niveau des collaborateurs à participer à des courses caritatives, à donner du temps sur notre temps de travail à des associations. Et tout ça, j'ai envie de dire que le label NR, ça rentrait un peu parfaitement en fait, dans cette stratégie de se dire « Ok, on est investi personnellement, citoyennement, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur notre métier d'éditeur de logiciels ?» Et le label répondait parfaitement à ça.
Et c'est en partie pour ça qu'on s'est lancé dedans. Et après, j'ai envie de dire que le label aussi, c'est un outil formidable, parce qu'au final, je pense que si vous avez déjà travaillé sur un ISO ou sur un autre label, c'est des grilles. Et en fait, la grille, au final, des fois, quand on se lance dans le numérique responsable, ça peut paraître « Ouh là là, il y a tout ça comme sujet, mais comment je vais m'en sortir ?» En fait, le label numérique responsable, ça nous permet d'avoir une grille pour un peu se dire « Ok, je vais commencer par ce sujet-là, puis celui-là, et je vais suivre un plan. » Donc c'est la première raison, je pense aussi, qui est géniale avec le label, c'est ça. Et la deuxième raison derrière, c'est un facteur en fait déterminant en interne, parce que des fois les sujets numériques responsables RSE en général dans les entreprises, on a du mal à les pousser. Et le fait de dire, en fait, on est en train d'aller sur ce sujet-là pour le label numérique responsable, c'est un argument. En interne, c'est comme ça qu'on peut le défendre. On peut le défendre dans un COMEX, dans un board, mais aussi au niveau de direction, qui des fois ne sont pas forcément très engagés sur le sujet. J'avais noté aussi, et nous on calcule notre empreinte carbone depuis 2 ans, notre premier poste d'émission carbone aujourd'hui c'est notre achat et revente de matériel informatique. Le label numérique responsable rentre complètement dedans. C'est encore un argument pour nous faire baisser justement cette empreinte carbone, mieux rationaliser nos achats de PC et aussi les conserver plus longtemps. Et j'ai envie de dire que si on veut être là dans 10 ans, et je pense que la conférence d'avant, j'ai pu assister qu'à une demi-heure, mais je l'ai trouvée passionnante. En fait, si on ne s'engage pas dès maintenant sur des sujets de durabilité, je ne vois pas comment on sera encore là dans 10 ans. Je finis cette partie-là. J'espère que je n'ai pas plombé l'ambiance. Et donc, tu peux tout afficher. J'avais oublié que j'avais mis des transitions. En retour d'expérience, on n'a pas fini. Mais la première chose, c'est que le label NR, il a permis de mettre en avant des choses qu'on faisait déjà bien. Et en fait, ce n'était pas du tout en lumière. Je donne un exemple sur la partie infra et sur la partie informatique en général. En fait, on achetait déjà quasiment que du matériel écolabellisé. Et ça, c'est important. Si on n'achète pas de matériel écolabellisé, demain, il y a le... Je donne un exemple, je suis désolée, je ne suis pas du tout dans la technique. Donc pour les personnes qui sont ingénieurs, excusez-moi par avance. Mais par exemple, un port USB qui ne fonctionne plus, si on n'a pas un matériel écolabellisé, tout est soudé, on le met à la poubelle, on en reprend de zéro. Par contre, si derrière il est écolabellisé, ça veut dire que chaque petit composant de l'ordinateur peut être envoyé à réparer, et au lieu de remplacer tout le PC, on remplace qu'une petite partie. Ça, c'est important. Et ça, tout ça, on le faisait déjà bien. On fait aussi sur la partie conteneur, on est en train de passer sur la containerisation, sur la partie serveur. On avait, comme beaucoup de personnes, des serveurs physiques. On est en train de passer sur justement un type conteneur. Pour les personnes qui ne savent pas, donc c'est des serveurs. On n'a pas besoin d'ajouter tout un tas d'applications, donc beaucoup moins énergivores. Et c'est aussi la possibilité de pouvoir les éteindre et les rallumer plus rapidement. Un serveur classique, il va falloir réinstaller tout un tas de choses, donc ça va prendre plus de temps et beaucoup plus d'énergie. Tout ça, ça a juste permis de le mettre en avant. Nous, on le faisait déjà dans une logique économique, mais là, c'est de se dire il faut aller continuer dans cette voie-là parce qu'il y a une logique environnementale derrière. On ne signe pas un acte notarié à 3h du matin. Quoi. Voilà. C'est ça. Avocat, tout ça. Et après, il y a d'autres choses qu'on ne faisait pas encore et qu'on a permis, le label a permis un peu de pousser ça. On a lancé un questionnaire ESG, tous nos fournisseurs. Donc on l'a envoyé à nos 2000 fournisseurs. On doit réduire notre nombre, mais aujourd'hui on en a 2000 à peu près sur les 2 dernières années. Et on les envoie aussi dans tous nos appels d'offres membres. Ça veut dire que maintenant, le critère ESG est un argument de choix quand on va sélectionner un nouveau fournisseur. Sur l'éco-conception accessibilité, là on est au début. J'espère que justement on est en train de construire des plans de formation pour l'année prochaine pour aller un peu plus loin auprès de notre population R&D. On a déjà sensibilisé, Magali Germont qu'on a vu tout à l'heure est venue parler pendant notre séminaire en juin R&D justement en donnant une boîte à outils sur le numérique responsable. Et donc c'est là où on en est, on est sur de la sensibilisation et le but c'est que l'année prochaine on soit un peu plus sur de la formation. On est en train de débuter le sujet accessibilité avec un consultant justement pour qu'il adresse un plan d'action adapté à cette TO. Parce qu'encore une fois, là, chaque entité a ses particularités et je pense que c'est important de se faire entourer de professionnels aussi. Du coup, excellente transition pour parler aussi de ce qu'on a fait avec Digital 113 et avec ISIA, parce qu'on faisait partie en fait
des entreprises formées en fin d'année dernière justement pour aller sur le label numérique responsable. Défendre le label, ça n'a pas été facile en interne. Cette formation-là m'a aidé clairement à pousser le sujet en COMEX et en board pour que ça passe, parce que ça a un coût financier, mais ça a un coût humain aussi, parce qu'il faut que des personnes passent du temps dessus. Et je pense que la mini-formation que vous faites aussi donne des clés pour comprendre, parce que la grille est quand même un peu complexe, surtout pour les personnes qui ne sont pas sensibles, qui ne sont pas déjà sur le sujet du numérique responsable. Donc ça aide vraiment à bien comprendre les items et à pouvoir les adresser. Et surtout, ça nous donne des personnes référentes auprès de qui on peut s'adresser. C'est-à-dire que quand on a une question là en cours de route, des fois on était un peu tout seul. Là, ce sujet-là, on ne comprend pas qu'est-ce que ce principe d'action, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce délai exactement. Ben là, on pouvait envoyer un mail et avoir un échange téléphonique court pour justement pouvoir avancer sur ce sujet-là. Et dernier sujet, du coup, je crois que j'ai tout adressé, IT for Good et sensibilisation, parce qu'en dehors, du coup, on parle du numérique responsable, il y a aussi la partie comment nos métiers du numérique peuvent apporter aussi de la valeur ajoutée sociale, sociétale, environnementale. Nous, ça nous a permis aussi de pousser, par exemple, là on a adhéré à une plateforme associative qui s'appelle Vendredi, je ne sais pas si vous connaissez, et le COMEX a accepté qu'il y ait une demi-journée du temps de travail des collaborateurs du groupe par mois qui soit donnée aux associations. Et ça aussi, le label nous a permis d'avancer aussi sur ces sujets-là, parce que voilà, c'est pas que environnemental, c'est aussi sociétal, et c'est ça que ça nous a permis de pousser aussi. Voilà. Je te passe la main, Julien. Ce qui est intéressant de voir avec ce retour, Marie, c'est que, on réinsistera bien là-dessus plusieurs fois, c'est que le label, c'est pas juste un tampon, c'est vraiment un outil de transformation sur tous ces sujets-là. Et là, Marie parlait de pas mal d'actions qui ont été mises en place grâce à cet outil qui est le label. Voilà, s'il y en a qui ont une idée de faire le label juste pour avoir le petit logo, voilà, je dis tout de suite, il faut aller voir autre chose. Le logo, c'est le plus à la fin. Mais c'est la cerise sur le gâteau. En fait, c'est toute la démarche fait qu'on peut déployer tout un tas de projets qu'on n'aurait pas pu faire s'il n'y avait pas eu le label. Clairement. Et on ne fait pas le gâteau pour manger la cerise. Alors, j'aurais pu le dire autrement, mais moi chez Pierre Fabre, je suis grosso modo l'équivalent de la plateforme Vendredi. Bref. Et puis par transparence aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais vous parler de pourquoi on y allait, vous allez voir pourquoi aussi cette slide est un peu chargée, parce que chez nous, la Skill Week, c'est un événement de la DRH qui est monde, donc des ateliers en français, des ateliers en anglais, et ça fait partie aussi de cette démarche d'acculturation de l'ensemble des collaborateurs et des entités au numérique responsable, et notre démarche de labellisation, puisqu'il y a eu un atelier sur le numérique responsable, et cette slide est passée auprès de nos salariés, donc ça me paraissait naturel aussi de la rajouter ici. Et je suis là aussi à la fois pour partager ce retour d'expérience, parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est quand on est aussi sous contrainte et qu'on a à agir collectivement qu'on se met en ordre de bataille pour structurer sa démarche. Et c'est exactement la raison pour laquelle moi j'ai fait beaucoup de lobbying, et puis quelque part la DSI chez nous a pris le sujet aussi à bras le corps, donc vous allez le voir tout à l'heure, c'est copiloté par la DSI et le département RSE. Quelque part, je pense qu'il y a quand même à convaincre, et il y a des bons arguments sur lesquels on pourra probablement échanger ensuite pour faire en sorte que son organisation se saisisse du sujet du numérique responsable, parce qu'il y a pas mal de freins. Certains sont convaincus, certains n'y arrivent pas, sont dans certaines impasses, et ça, je pense que c'est aussi toute la valeur ajoutée de nos échanges dans ce genre de journée, c'est de se partager des bonnes pratiques sur cette thématique-là, de comment convaincre, comment aussi faire adhérer toutes les parties prenantes qui ont évidemment, il y a des mots contre triple, il y a des mots contre double, il y a des mots contre simple dans une organisation. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est finalement pourquoi Pierre Fabre y allait, parce que nous, on est à la fois dans deux secteurs d'activité, la dermocosmétique et puis la pharmaceutique, et notamment dans le côté pharmaceutique, principalement sur des anticancéreux. Et donc, on n'est pas une entreprise du numérique. Donc, on n'a pas de laurier à aller prendre là-dedans. Comme d'ailleurs, c'était très intelligent, je trouve, ce qu'a fait le groupe ISIA à un moment donné, c'était de se dire je suis la première ESN labellisée numérique responsable, donc j'ai cette expertise. Et pour être très transparent, nous, on les a choisis parce qu'on les a trouvés dans l'écosystème de l'INR. Et donc, on a été bêta-testeur du référentiel RG491 pour l'éco-conception
l'éco-conception numérique, et c'est dans cet écosystème-là où on donne un peu pour recevoir, hein, quelque part, qu'on les a rencontrés et que du coup on a structuré la démarche avec eux. Et puis au-delà du partage, c'est nécessaire pour moi d'être ici parce que ça fait aussi partie des relations partenariales. On n'aurait pas pu être labellisé entre février 2023, où on a lancé officiellement la démarche, et le 18 avril 2024 sur du niveau 2 direct, si on n'avait pas été accompagné, il faut être honnête sur le sujet. Donc merci à Bastien. Et puis on y est allé, donc du coup, sachant que nous ne sommes pas une entreprise numérique, pour 3 raisons. Déjà pour structurer la réduction de l'empreinte carbone du numérique au sein du groupe, ce qui est Carbone 4, on fait bosser Carbone 4 depuis une petite quinzaine d'années. Et donc, ça fait longtemps qu'on fait de notre bilan carbone, et donc ça c'est sorti fin 2022. Ça représente quand même 5% de l'empreinte carbone du groupe, alors que nous ne sommes pas une entreprise numérique. Et ensuite, on s'est dit effectivement aussi que vous savez que la majorité de l'impact c'est sur du scope 3, donc pour engager l'amont, pour engager les fournisseurs, je suis assez convaincu d'une chose, c'est que si à un moment donné les ESN on ne met pas dans nos contrats d'achat des clauses numériques responsables, ça ne va pas bouger en amont. Donc on se dit qu'on a non seulement en plus une responsabilité là-dessus, mais que ça va nous permettre de réduire de structurer la réduction de notre empreinte carbone du numérique et en même temps de faire bouger la chaîne amont, qui compte dans nos émissions au niveau du scope 3. Et puis aussi, ce qui était un moyen ce qui fait que le groupe s'est lancé dans cette démarche-là, qui a quand même un certain coût, donc c'est pour que nos marques puissent faire valoir cet engagement RSE émergent et aussi pour anticiper l'évolution de la réglementation. On a la loi Rennes qui est sortie, qui est principalement pour les collectivités. Notre conviction, c'est comme l'affichage environnemental qui est en train de se développer dans différents secteurs. On a développé, nous, un affichage environnemental qui s'appelle le Green Impact Index sur l'impact social et environnemental des produits cosmétiques et de santé familiale. On l'a fait pour être pionnier parce que aussi on anticipe l'évolution de la réglementation qui est dans d'autres secteurs d'activité. Donc c'est toujours pareil, hein, quand on n'agit pas en amont, quand on n'a pas de laurier, on se met juste en règle et on fait la voiture balai, quoi. Donc il y a un vrai intérêt aussi là-dessus à être pionnier, et du coup, maintenant cet affichage environnemental, il est partagé, il fait partie d'une norme AFNOR. Et pourquoi on est allé sur le label aussi, c'est une autre raison, c'est parce que on a une entreprise qui est détenue par une fondation reconnaissue d'utilité publique, donc quand vous achetez 100 € de produits Pierre Fabre, il y en a 85 qui va dans les poches de la fondation, et non pas dans les poches d'une famille, par exemple. Vous avez 10 € qui viennent dans les nôtres, les salariés qui sommes actionnaires salariés, et le reste c'est de l'autocontrôle. Donc ça, on avait déjà effectivement cette structure financière qui est très singulière. On a le label AFNOR RSE engagé au plus haut niveau, au niveau exemplaire. Donc, à un moment donné, c'est aussi la conviction que c'est en allant sur des labels reconnus qu'on va faire valoir notre démarche auprès de nos parties prenantes, auprès des consos, auprès des professionnels de santé. Sinon, c'est juste du déclaratif, comme à une certaine époque, avant le RG 491 ou le RGESN, on disait « mon site est éco-conçu ». Ok, bon, bah, très bien. Et donc, l'autre manière, c'était de faire rayonner encore davantage la politique RSE en devenant un acteur pionnier et reconnu en matière de NR. Donc, on a 10 engagements dont je vais parler effectivement tout à l'heure. Et puis, l'idée, c'est de commencer à enclencher la dynamique, sachant que, du coup, quand l'audit a eu lieu, on a eu 5 filiales qui ont été auditées sur les 40, et ça a demandé une organisation particulière à l'auditeur, parce que ce n'était pas le cas auparavant. Et puis alors, pour être très concret, sur les 3 piliers du numérique responsable, People, Planet, Profitability, par exemple, réduire la fracture numérique, chez nous, ça se traduit par, on a fait un pilote très récent, ça faisait partie de nos engagements. Chez nous, on a la majorité de notre points carbone, donc c'est pas les PC, hein, c'est les usines. Donc on a des gens qui ne travaillent pas avec des PC chez nous. On a des gens qui sont sur ligne pour mettre les produits dans les cartons. Donc à un moment donné, il y a aussi une fracture numérique, c'est-à-dire beaucoup de personnes parlent IA aujourd'hui, dans notre milieu ici, il y a des gens qui sont dans la tech, ça parle IA, mais il y a déjà 15% de personnes qui sont en situation d'électronisme. Donc ça, la fracture numérique, c'est aussi une responsabilité de notre part, étant labellisé de niveau 2, de faire en sorte de recoller au peloton des gens qui sont éloignés, qui ne savent pas qui sont pas autonomes sur leur démarche, et donc leur démarche d'évolution professionnelle, de candidature en interne, etc.
Améliorer l'accessibilité, ben, on s'est engagé, et là il va sortir, d'avoir le site corpo éco-conçu à partir du RGESN. Et puis améliorer les conditions de vie grâce au numérique. C'est même l'auditeur, on n'y allait pas pour ça, qui nous a mis un point sur le sujet. L'auditeur nous a dit, mais en fait, vous parlez de votre démarche à partir de la FNORSPEC que vous avez effectivement ou accessible à toutes les entreprises de notre secteur pour 60 €, alors que ma chef y a passé des heures carrées. Eh bien, lui nous a pointé quelque chose en disant, mais finalement, le numérique est un outil, et les applis que vous faites pour les patients, comme Eczema Care Plus, pour les gens qui ont de l'eczéma pour voir l'évolution de leur pathologie, comme Hemangiome App, pour accompagner les parents qui ont un bébé qui a un hémangiome infantile, la base de données Hall, qui est la plus grande étude menée sur 60 000 patients, 20 pays, tout type de peau, tout type de pathologie, qui permet aux associations de patients d'aller dedans, de faire leur plaidoyer, ou aux professionnels de santé de voir des correspondantes entre des copathologies qui donnent lieu à des publications aujourd'hui. Ça aussi, c'est du numérique responsable. Donc, et puis il y a aussi un site qui s'appelle Dermoscopie aussi, et qui est aussi sur le fait de, en 72 heures, vous avez pris rendez-vous, certains d'entre vous ont dû prendre rendez-vous chez un dermato, vous avez dû voir les mois d'attente que vous aviez. Donc là, on est en train de développer une appli pour qu'en 72 heures, effectivement, il y ait un premier diagnostic qui tombe via une appli. Donc la question pour moi, c'est pas tant, il y a évidemment plein d'applis, évidemment elles ont de l'impact, évidemment au maximum il faut les éco-concevoir, et la question c'est le numérique, ça reste un outil, et il est au service de quoi? Donc c'est aussi des choses sur un des 10 engagements qu'on essaie de valoriser. Et donc là, on a les 2 sponsors qui sont rattachés à notre directeur général. Et puis on a 9 porteurs d'engagement. Et chacun, parce que la slide n'est pas assez grosse, hein, donc chacun on a des sponsors. Donc, moi, mon sponsor, c'est la directrice de la com. Lui, c'est son sponsor côté IT, c'est le directeur de l'écosystème digital des marques. Lui est plutôt côté technique, côté DSI. On a évidemment les achats qui sont dedans. Et c'est vraiment une démarche globale. C'est-à-dire que là, vous avez des gens du service RSE, vous avez des gens de l'IT, vous avez des gens des achats, vous avez des gens de la direction médicale patient-consommateur, vous avez des gens du data office, qui est monsieur IA qui se trouve ici, et puis vous avez des gens de la DRH côté formation, et puis vous avez le nom et l'intitulé de chacun des engagements qui sont en dessous, et on doit effectivement, on aura à répondre lors de l'audit de mi-parcours et dans l'audit final de est-ce qu'on a vraiment tenu ces engagements et ce qu'ils impliquaient. Voilà un peu quelle a été en mode un peu éclair la démarche et comment on s'est structuré. Merci pour ces partages. Vous l'avez compris, on est vraiment sur une démarche d'amélioration continue. Quand on voit tous ces engagements-là, et ce que tu avais partagé aussi Marie avant, c'est ça, c'est l'idée, on est labellisé, mais ensuite il y a tout un tas d'étapes. Mais pour bien transformer une politique numérique responsable et in fine obtenir aussi le label, voilà, il y a quelques facteurs clés sur lesquels on a envie de zoomer et de vous partager pour sécuriser vraiment cette démarche. Le premier, c'est d'engager une démarche qui est vraiment alignée avec la stratégie RSE de l'entreprise, la stratégie globale de l'entreprise. Il ne faut pas que ça vienne en conflit, bien sûr, que ça s'aligne dedans. Et du coup, peut-être en quelques mots, s'il y en a un de vous qui peut rebondir justement sur cet alignement entre la stratégie numérique responsable et celle de l'entreprise. C'est simple, du coup je vais essayer de prendre ça en me disant qu'est-ce qui a été mis en place, engager une démarche de transformation NR alignée avec la stratégie de l'entreprise. Il y a 4 piliers RSE de la stratégie Pierre Fabre, c'est mieux innover, mieux préserver, mieux produire et mieux engager. Et dans le pilier mieux engagé, il y a déployer la stratégie numérique responsable et faire en sorte qu'elle soit appropriée par l'ensemble des acteurs. Donc déjà, ça, c'est aussi un gage. Toutes les entités ont ça. Dans le kit de com, effectivement, vous avez effectivement ça qui présente l'entreprise. Il y a cette dimension-là où on voit que c'est noté. Il y a aussi une signature de notre DG en une page sur l'engagement du groupe et dans sa stratégie numérique responsable et qu'est-ce qu'elle comporte. Si je prends le deuxième niveau, le bon niveau de sponsoring pour assurer le déploiement de la démarche, on les a vus, c'est le directeur, c'est le DSI
Et puis la directrice RSE qui pilote effectivement ça, mais aussi à chaque fois pour pas que ça tombe dans les outils. CTO a été racheté il y a 4 ans par un fonds d'investissement anglais. Donc du coup, ça aide à faire valider toutes ces parties-là, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de la table à faire adhérer à cette démarche. Et après, en transverse, ce qui nous a aidé, c'est qu'avant de passer sur le label numérique responsable, on a créé un comité qu'on appelle le comité CARES en interne, avec 30 personnes issues des 45 entités du groupe intéressées sur les sujets de l'ESG en général. Et parmi ces personnes-là, il y a 3 personnes en plus de moi qui sont portées volontaires pour aller sur cette démarche label numérique responsable. Donc on a une vraie équipe. Et nous, on se réunit toutes les 6 semaines en copine avec, pareil, le responsable achat, support informatique, l'infra, parce que du coup, on est très informatique, donc forcément, il y a tout un tas de personnes informatiques avec nous pour faire avancer les sujets, pour rappeler, comme chez toi, Julien, que le label, c'est en janvier, que si on n'y va pas et qu'on n'avance pas, on ne l'aura pas, et que derrière, il faut continuer à avancer. Et ça m'a permis aussi notamment d'adresser, parce que dans le sponsoring, il y a aussi toute la partie, je trouve partie prenante aussi. Donc on a rencontré aussi nos plus gros fournisseurs pour adresser la démarche, pour qu'ils se mettent aussi en ordre de marche pour avoir des engagements. Parce que dans l'édition de logiciels, le sujet c'est quand même, j'ai envie de dire, les achats, on ne fabrique pas d'ordinateur, donc si on veut avancer sur ce sujet-là, il faut que nos principaux fournisseurs avancent aussi sur ce sujet-là. Donc, c'est que c'est important aussi au niveau du sponsoring d'échanger avec nos principaux fournisseurs sur le sujet aussi. Et pour revenir aussi sur le point juste avant, l'amélioration transversale, c'est important de monter des équipes parce que nous, combien d'entreprises on a vu qui sont engagées sur le label, qui avaient déjà démarré des premières démarches par une toute petite équipe. Et puis en fait, à un moment donné, le leader de l'équipe de la dynamique s'en va et voilà, la démarche s'arrête. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir quelque chose de transversal et en plus de s'appuyer sur un label qui vient rappeler, comme tu le disais, Julien, voilà, qu'il y a des audits, etc. Il ne faut pas que ça dépende de personnes qui peuvent évidemment bouger. Il faut que ça dépende il faut qu'il y ait une structure qui soit actée dans laquelle viennent les personnes. Si on passe au point suivant, mobiliser une équipe qui pilote donc toute la démarche. Alors, on en a déjà parlé, peut-être qu'on peut parler des moyens aussi. C'est important quand même parce que au-delà, il y a toute la transformation numérique responsable, mais le label aussi, c'est quelque chose qui prend un certain temps. Il y a une certaine énergie pour récolter. On parlait d'auto-évaluation, il faut récolter toutes les preuves, il faut construire les engagements, il faut co-construire tout ça. C'est quelque chose à ne vraiment pas négliger. Peut-être que vous pouvez nous faire des retours d'expérience sur les différentes structures, de ce côté moyen qu'il a fallu allouer quand même sur ces sujets. Je peux commencer. Sur les moyens, je pense que déjà il faut qu'il y ait quelqu'un qui est pilote. Moi, du coup, comme ma responsable a accepté que j'aille sur cette labellisation-là, elle accepte qu'une partie de mon temps de travail soit allouée au label. Je pense que c'est important qu'il y ait au moins une personne qui a un temps de travail dédié dessus, sinon c'est impossible d'y aller. Et après, les 3 personnes qui se vont porter volontaires pour venir rejoindre justement cette démarche de labellisation, elles ont toutes les 3 eu l'accord de leur manager pour consacrer du temps dessus. Et c'est vrai que je pense que le 3e outil, outre, parce que là on parle des moyens, je pense qu'il y a le temps aussi, est un facteur important. Nous, au lieu parce que tout à l'heure tu parlais de 4 mois, 6 mois, 1 an, nous on a pris le parti de prendre 1 an. Ce qui peut paraître long pour du label niveau 1, en fait c'est pas long du tout, parce que ça va très très vite. Et au final, ça nous a permis d'étaler la charge, surtout pour les personnes qui sont volontaires, qui ont leur métier à côté, et c'est difficile d'allouer aussi du temps selon les moments de l'année. Et ça nous a permis d'avoir un engagement vraiment de ces 3 personnes en plus du mien, et ça a été une grande aide. Sur la question du délai, c'est ce qui vous a permis, vous, d'avoir une très bonne note, parce que vous avez fait beaucoup d'actions. Et on connaît des entreprises aussi qui sont lancées, je ne vais pas dire en n'y connaissant rien, mais presque. Et c'est vrai que le label vient leur donner un coup de pied aux fesses en quelque sorte pour accélérer tous les processus sur ces sujets et se mettre en ordre de bataille quand même pour l'obtenir de manière assez rapide. Et c'est sûr que c'est toujours plus confortable pour bien embarquer les équipes. Parce que si vous allez trop vite sur la démarche de labellisation et que derrière vous dites on a le label alors que les collaborateurs ils n'en ont même pas entendu parler, c'est mort. Déjà pour passer l'audit ça va être compliqué. Mais ensuite pour votre démarche, pour la soutenir, qu'elle ait vraiment du sens, c'est quasi impossible. Tu veux rebondir là-dessus, Julien, ou on passe au suivant ? Écoute, juste une chose aussi là-dessus sur les moyens. Effectivement, chez nous, soyons très concrets. Ma collègue et moi, dans le service RSE, elle porte 2 engagements. Moi, je porte un engagement. On fait tous les 2 parties du COPIL. Moi, c'est une des 3 thématiques sur lesquelles je travaille. Et puis, côté DSI, on a
une personne dont c'est une petite partie aussi du temps de travail, mais on y arrive. Évidemment, il n'y a personne de dédié chez nous en particulier, mais par contre, ce qui est toujours très important, c'est de graver les choses aussi dans le marbre, côté au-delà de la politique RSE, où c'est dans un pilier, côté des 5 priorités de la DSI chez Pierre Fabre, ça fait partie des 5 piliers de la DSI. Voilà. Donc ça c'est plutôt acté. Il y a juste une chose que je voulais aussi vous parler de l'intérêt aussi d'être dans cette démarche-là et de donner pour recevoir à un moment donné. Il y a une petite boîte qui chez nous, bon, je peux les citer, qui s'appelle Arneo, avec qui bosse Pierre Fabre Medical Care. Donc ils voulaient refondre le site d'Exery. Et ça se passe souvent, il faut toujours aller voir les gens de bonne volonté au début. Quand on est au début d'une culture, au tout début d'une culture. Donc là, il faut regarder entre les gens qui ont vraiment de l'influence sur des décisions et en même temps les gens qui sont de bonne volonté. Et je pense qu'au tout début, il faut aller voir les gens de bonne volonté. Et donc j'ai un manager dans le marketing et dans le digital qui vient me voir en me disant « Bon, j'ai fait des lectures cet été, j'aimerais faire un truc, mais dans mon métier, je ne sais pas quoi faire. » Et puis il me dit « Tiens-moi informé si tu vois quelque chose. » Et puis au fur et à mesure où je faisais de la veille sur l'INR, j'ai vu débarquer le RG 480. Donc je me dis « Tiens, il y a une place pour être bêta-testeur de ce truc-là. » Donc il regarde, il va dedans. C'est comme ça qu'on rencontre Isia quelque part. Et puis après, il fait le test. Et donc, évidemment, il y avait déjà quelqu'un qui était en train de refaire le site d'Exery. Donc vous imaginez quelqu'un qui se prend dans les pattes, en plus quelqu'un d'ISIA, donc c'est pas forcément très simple à gérer, mais ça s'est bien fait, et quelque part, j'ai vu que 3 mois plus tard, Arneo adhérait à l'INR, parce que ce que j'ai dit moi à mon digital manager de cette marque-là, pour le site d'Exery, je lui ai dit, mais non seulement ils doivent parler, ils doivent avoir le sourire, et tu pourrais même leur demander une réduction. Parce que là, ils peuvent avoir un avantage concurrentiel sur le marché en se formant à ce nouveau référentiel. Donc c'est aussi des effets d'opportunité, même si ça coûte effectivement un peu en moyens, en temps homme, pour des entreprises du numérique et notamment des entreprises de conseil et de services. Et vu qu'on est sur le label, très important de penser à l'après-tampon label. Donc c'est pour ça qu'on parle d'accompagner la conduite du changement en s'appuyant sur les équipes qui ont soutenu toute cette démarche pour ne pas casser la dynamique en fait. Donc ça, je sais que c'est en cours de préparation dans vos différentes structures justement. Même ici, pour toi, Marie, le label est dans la ligne de mire, mais c'est hyper important ça, pour passer la prépète du coup chez Pierre Fabre. Nous, très simplement, le 5 juin, donc c'était le 18 avril, le 5 juin, on a réuni tout le monde, parce que bon, il y avait beaucoup de monde. Donc, pour célébrer, c'est important de célébrer aussi, de se dire, ok, on sait que c'était du best effort pour la plupart d'entre vous, on sait que ça restera du best effort aussi pour la plupart d'entre vous, personne n'est dédié forcément à ça, donc c'est des moments où on continue à acculturer, c'est des moments aussi où on a fait une série de vidéos pour pouvoir, ça fait partie aussi des engagements, moi et des engagements que je porte, pour diffuser la culture en interne, que les gens comprennent ce qu'il y a derrière le label et les 10 engagements qu'on a pris, pour diffuser la culture numérique responsable en externe et puis promouvoir la démarche de l'entreprise. Donc là, c'est des moments où on passe un bon moment, où on remercie chacun, et en disant, on est au milieu du game, maintenant on a le label, et donc du coup, maintenant, dans 18 mois, il y a l'audit et dans tout ça. Donc ça permet de mettre les gens ensemble, et surtout, c'est aussi quelque chose qui crée de la transversalité dans l'entreprise, qui permet de casser des silos, et selon moi, ces moments créent de la convivialité et permettent de faire en sorte que les gens travaillent un peu mieux ensemble, tout simplement, au-delà du label. C'est hyper important ce genre de démarche parce que souvent, nous, dans notre auto-expérience, dès qu'il y a la labellisation, il y a eu une grosse consommation d'énergie, comme tu dis, c'était fort, et puis juste après, là on a le label, bon, on va temporiser un peu, et puis là on revient nous, et puis on dit le projet c'est un peu compliqué. C'est important d'insuffler de l'énergie, de la motivation, d'avoir toujours une équipe motivée pour continuer la démarche et pas que ça s'arrête. Et dans tous les cas, si jamais ça temporise un peu trop, il y a l'audit de mi-parcours ou l'audit de renouvellement pour le niveau 1 qui vient faire toc. Attention, il va falloir se réveiller sur certains sujets. Ok, on va juste avant de passer aux questions, on vous a partagé pas mal de choses. On n'a pas le temps le temps qui nous a imparti d'aller beaucoup plus dans le détail. Juste pour vous partager, faire un peu de pub pour le futur programme de Digital 113 qui organise tout cet événement. Il y a des programmes collectifs de labellisation auxquels le groupe Septéo a participé sur cette session-là. Ça fait 2 ans maintenant que ça s'est organisé. L'idée, c'est de faire des programmes de formation. Voilà, c'est sur 3 jours. On est en collectif avec une dizaine d'entreprises. Ça permet de se motiver, d'avoir des échanges, des partages.
C'est vraiment très intéressant, ça vous permet surtout de gagner du temps en fait. Nous, quand on accompagne, notre objectif premier, c'est de faire gagner du temps aux entreprises parce que il y a beaucoup de ressources, tu le disais Marie, on peut aller dans beaucoup de directions et on sait qu'il y a des choses qui sont peut-être moins importantes, il faut aller plus vite. L'objectif étant que vous ne perdiez pas non plus trop de temps sur la partie purement label, mais que vous fassiez des actions concrètes. Voilà. En vous partageant aussi des ressources, des partenaires, des choses comme ça. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots peut-être juste sur ce programme-là. On est pour lui là. Non, pas du tout. En fait, moi j'ai trouvé ça très bien parce que ça nous a permis de rencontrer d'autres entreprises aussi qui étaient dans la même démarche et d'échanger sur nos problématiques. Et je trouve que, surtout les sujets numériques responsables, des fois on se sent un peu seul en entreprise. Ça fait du bien de pouvoir échanger avec des personnes qui rencontrent les mêmes problématiques. Du coup, comme c'est marqué là, on a fait des ateliers en intelligence collective pour justement partager les bonnes pratiques. Et après, on a créé un groupe WhatsApp et on se partage encore de temps en temps ce qu'on peut mettre en place dans différentes entités. Je trouvais ça plutôt intéressant. Et en plus, moi, je débutais sur le SG l'année dernière, en plus du numérique responsable. Je partais de très loin. Et c'est clair que ces formations en groupe et en individuel ont été très utiles pour avancer sur ces sujets. C'est un investissement et en temps et aussi une partie financière, mais c'est vrai que globalement, vous vous y retrouvez derrière parce que vous allez beaucoup plus vite et vous avez plus d'impact. On a la chance aussi qu'en région Occitanie, c'est le premier programme qui a été lancé et l'un des seuls parce qu'il n'y en a qu'un deuxième qui est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc l'idée c'est de diffuser ça bien sûr au niveau national au maximum pour qu'il y ait d'autres acteurs qui sont dans ce genre de démarche parce que c'est plutôt assez efficace, pragmatique. Pendant les formations, même les gens bossent. Donc ils viennent pas les pieds en éventail. En tout cas, s'ils s'attendent à ça, c'est compliqué. Mais en général, ils sont très moteurs et c'est assez opérationnel. Donc on a plutôt des bons retours. Voilà pour la partie promotion. Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et puis, je voulais juste avant la phase de questions vous dire, puisque du coup, mon employeur me permet de faire ça, parce que ça fait partie des engagements numériques responsables qui ont été pris. Donc, je suis en train de me former à la partie, en tant qu'animateur pro de la fresque du numérique. Donc, si à un moment donné, votre DG est intéressé pour avoir une animation gratuite, eh bien, je serais ravi de fresquer vos DG et puis de partager une partie de cette presse en même temps que je termine la fresque. Ça fait partie des engagements. Donc l'engagement que je porte, moi il est très simple, j'ai plus à réfléchir maintenant que c'est gravé dans le marbre, c'est poursuivre l'acculturation des collaborateurs parties prenantes et les inciter à agir pour un numérique plus responsable. Donc j'en serais ravi. Des questions? Ça a été super clair. Est-ce qu'on peut revenir sur le slide avant, s'il te plaît? Oui. Sur le programme, tu veux dire? Ouais, ou peut-être nous détailler un peu les modules de formation. Les modules, oui. Alors la première journée, c'est une journée collective où l'idée c'est de s'acculturer au sujet parce qu'on en a qui connaissent rien du tout à la thématique du numérique responsable et de commencer à préparer, de vous acculturer aussi avec tout le langage et comment est segmenté le label, le référentiel associé pour que vous puissiez être autonome et vous montrer comment faire votre démarche d'auto-évaluation, la démarrer. Donc on fait ça en une journée, c'est assez dense, mais vous partez avec le cerveau bien rempli de pas mal d'infos, mais bon. Voilà, l'idée c'est de vous préparer pour que vous soyez en mode, vous êtes acculturé au sujet, vous êtes en ordre de bataille pour démarrer le label. Ensuite on a alors on est en train de changer un tout petit peu le dispositif, mais ensuite vous avez un accompagnement individuel. Où nous on vient dans la structure pour vraiment regarder tout ce que vous avez fait en termes d'auto-évaluation, pour vous situer par rapport aux différentes thématiques. Est-ce que sur les achats vous êtes bon, par exemple? Vous nous dites oui, nous on regarde, vous êtes une boîte de 10, vous faites 0 achat de reconditionné, on va dire non, ça serait bien de faire ça. Et on connaît un partenaire, voilà, etc. Donc on vient pour vous accompagner en individuel là-dessus. Alors on est en train de le faire sur une demi-journée juste après cette formation collective. Après cette demi-journée d'accompagnement, on fait une autre journée collective où là, tout le monde se rassemble et partage le retour d'expérience de qu'est-ce que vous faites comme bonne pratique dans vos structures. Moi j'ai la fin de vie de mon matériel avec qui je gère ça, voilà. Ou la formation, moi j'ai dit à tous mes collabs de suivre tel ou tel MOOC. On fait ça à ce moment-là, c'est des partages. Et on vous aide dans cette session-là aussi à construire vos engagements pour que vous repartiez avec une première liste d'engagements pour que vous mettiez vraiment, déjà vous soyez opérationnel pour le label d'une part, mais aussi pour que vous ayez un plan d'action numérique responsable, vraiment de transformation dans votre structure. Et enfin, on a un dernier module, une demi-journée, où là, c'est ça qu'on fait évoluer par rapport à avant, où là on vous prépare juste avant l'audit. Voilà.
Bien sûr, on est toujours là pour vous accompagner, vous aider si vous avez des questions précises pour dérouler telle démarche. Je déploie les co-conceptions avec mes équipes IT. Bien sûr, on est là. Mais c'est aussi pour lever les derniers freins ou verrous par rapport à l'audit. Et le calendrier et la tarification, si tu peux nous Alors, le calendrier, on fait ça sur 6 mois en général. On essaie d'être souple parce que on sait que selon la taille des structures, c'est plus ou moins facile pour lui. Nous, on avait décalé 3 mois. Voilà. On avait fait ça sur 9 mois, donc ils sont souples. Et la tarification, je vous en ai. Ça se fait à la carte après? Non, on a un cadre. Après, dans ce cadre-là, on essaye d'assouplir pour que ça corresponde au mieux aux entreprises, parce que l'idée, c'est pas de décourager les entreprises à s'engager dans ces démarches-là, c'est vraiment de les soutenir. D'ailleurs, le label, vous n'êtes pas obligé de le passer à la fin de cette session. Vous êtes libre. C'est les 2 journées collectives, ça, on ne peut pas les déplacer, parce que forcément, c'est avec les autres entreprises. Mais par contre, les 2 individuelles, on avait fait la première en janvier, je crois. Et la deuxième, normalement, devait être avant fin mars, pour respecter les 6 mois. Et nous, on a demandé que ça soit fin mai. Parce que ça ne rentrait pas dans notre organisation, on trouvait ça trop tôt, on voulait présenter beaucoup plus de choses. Et c'était Benjamin qui était venu chez nous avec Brice, mais ils avaient accepté de décaler de 3 mois du coup. Je peux répondre en termes de tarification, s'il vous plaît. Le niveau 1, c'est dans les grandes lignes autour de 5 000 €, et le niveau 2, c'est autour de 8 000. Et après, il y avait des aides de tremplin ADEME pour les TPE. Bon, nous, on avait bénéficié d'un tremplin ADEME qui prenait en charge une partie de la labellisation. Je ne sais plus si c'était 25 ou 30%. Aujourd'hui, les seuils ont baissé parce que l'ADEME subventionne moins certaines actions. Et après, les formations, elles sont prises en charge par les OPCO. Oui. Donc, Ça, c'est financé en grande partie par les OPCO. Ouais. C'est Calliope. Oui, c'est du Calliope, oui. Voilà, Calliope. ou pour les TNS, la GFIS, enfin moi je suis TNS, donc c'est la GFIS qui a pris en charge ma formation, et mes 2 collaborateurs, c'est la ROPCO, qui a pris en charge des formations. Alors le niveau 2, faire attention, le tarif peut évoluer selon la taille de votre structure. Voilà, Et le niveau 2, c'est une jolie marque. Ça dépend du chiffre d'affaires. ça dépend du chiffre d'affaires. Voilà. En gros, tu as l'agrément, après tu as toute la partie labellisation et redevance de label. Oui, j'ai dit, dans les grandes lignes. Oui, merci. On fait par le nombre de personnes inscrites. On conseille généralement d'être 2 personnes pour avoir un suivi accru sur la démarche. Après, on change sur le nombre de personnes. Il y en a comme 3 par exemple sur votre promo, je crois qu'il y a l'achat solution. Ça, c'est bien de venir à plusieurs. Ouais. Parce que si vous envoyez qu'une personne, nous, notre retour d'expérience, c'est à moins que la personne soit vraiment moteur, dans une petite structure, sinon c'est quasi mort. Alors, moi je peux juste te dire, si je peux me permettre, en termes de retour d'expérience, parce que moi j'ai une petite boîte par rapport à cette Théo, on peut dire, etc. J'avais fait la labellisation en voile en 2019-2020, qu'on avait porté tout seul, qui avait plus de mal à se diffuser dans la structure et qu'on avait encore une équipe à le faire. Là, j'ai changé complètement de méthode et j'ai donné plutôt le pilotage à 2 personnes et moi j'étais en backup sur des sujets parce que comme il y a des accès à des informations qui sont des informations comptables, des informations qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, il faut quand même savoir faire. Donc dans une petite organisation, si la gouvernance n'est pas derrière, elle n'est pas toute seule, ça coûte de mal à faire. C'est bien de faire un team. C'est important. Une question? S'il y a d'autres questions, je lancerai bien mon appel. Ah, vas-y. Donc là, je sais que, on est tous, il y a plein de choses dans le numérique responsable, et on est tous plus ou moins sensibles à un des aspects. On a toujours une corde sensible. Moi, ma corde sensible, c'est justement la partie criticité des métaux. Donc il y a des choses, en plus on a des Français qui sont à la pointe sur le sujet. Philippe Biwix, Aurore Stéphan, Emmanuel H. On a le journaliste Guillaume Pitron, et donc Philippe Biwix sort un peu son monde sans fin à lui des métaux d'ici la fin de l'année. Et donc, moi, la conférence m'a vraiment beaucoup marqué, mais je réitère, je pense qu'il est très important que les dirigeants puissent voir leur intérêt sur le sujet, au-delà du grand public où on peut acheter des trucs comme ça, reconditionnés, voilà. Et donc, je m'intéresse beaucoup là à avoir des retours d'expérience sur, notamment pour des questions de souveraineté, des gens qui vont vers soit du leasing, soit vers de l'empropre.
ma conviction personnelle, à tort ou à raison, c'est qu'il va falloir aller de plus en plus vers des PC qu'on possède en propre, dont on prenne soin, etc., du fait de cette criticité des matériaux. Et donc, j'ai réussi, enfin, je vais avoir un retour d'expérience d'une entreprise qui l'a fait. Il y a Enedis qui a fait ça récemment. Et donc, je vais déjeuner prochainement avec le réseau numérique responsable. C'est aussi l'intérêt de ce genre de rencontre donc pour le déjeuner. SNCF l'a fait aussi. Donc, si vous avez d'autres expériences ou retours d'expérience de ce type, le numérique responsable, la démarche et la culture, c'est aussi une capacité de conviction en interne. Et donc, c'est par rapport à du benchmark et à des retours d'expérience qu'on arrive à convaincre, notamment surtout des gens qui sont techniques, sachant que moi, je ne le suis absolument. Je te mettrai en contact avec TF1, je sais pas. D'autres questions? J'avais juste une petite question. Du coup, dans les étapes pour obtenir le label, il y a communiquer sur le label. Donc les entreprises qui passent le label doivent communiquer sur le label en externe pour obtenir le label. Tu peux répondre C'est un peu pyramidal. C'est un peu le marketing relationnel. L'idée, c'est de... Mais c'est pour la bonne cause. Donc. Oui. Vas-y Marie, je te laisse C'est répondre. une très bonne question, parce que justement, en interne, moi, c'était la difficulté que j'ai eue. Et du coup, on a fait le choix de perdre les points de cette question, parce qu'on ne va pas en parler en public, on ne veut pas faire du greenwashing. Donc là, par exemple, venir ici, c'était déjà quelque chose de difficile pour moi. C'est ce que je dis, on n'est pas encore labellisé, on le passe en janvier, mais par contre, on n'en parle nulle part en public. On n'en parle pas sur notre site web, on n'en parle pas sur nos réseaux sociaux pour l'instant, parce que on veut en parler qu'une fois que ça sera fait. Et par exemple, il y a toute une partie aussi sur la partie acculturation des équipes commerciales et des équipes support, on n'en parle pas non plus. Et effectivement, on s'assoit sur un certain nombre de points, on a discuté. On en parlera quand on l'aura, mais pour l'instant, en tout cas, voilà, désolé. Je préfère dire aussi qu'on peut faire un choix. Je partage du coup, il y a une autre approche. Enfin, il y a deux approches, de toute façon. Il y en a une autre, ça me fait penser à un échange que j'avais avec c'est dans une école d'ingénieurs où on discutait de comment intégrer les démarches numériques responsables dans leur programme. Et ils ne voulaient pas en parler pour attirer les étudiants, etc. Et je leur ai dit, mais c'est un cercle vicieux. En fait, si vous n'en parlez jamais, vous ne motivez pas les gens, etc. Alors, si vous commencez à en parler, ça peut vous auto-entraîner aussi. Par contre, il faut être sincère. Ok, on se lance dans un label, on est au démarrage, on n'a pas fait ceci, cela, etc. Donc c'est une autre approche aussi qui peut permettre un peu la prophétie autoréalisatrice, je trouve. Mais il faut vraiment être honnête et sincère, sinon de toute façon ça ne marchera pas. Je ne vais pas me faire que des amis, moi je trouve que c'est très bien, parce que moi la stratégie était exactement inverse. Et moi ça c'est un des sujets qui me posait question. Et en revanche, par contre, dans une démarche optimiste, je m'étais dit, bon tiens, ça va enclencher quelque chose. En revanche, du coup je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est de dire, mais c'est pas normal qu'il n'y ait que Lucie qui ait la propriété de ce label. Et donc du coup là ça crée un biais. Donc là par contre c'est d'essayer à la fois d'être très sincère dans les interactions que j'ai avec mes interlocuteurs et mes parties prenantes en disant non mais il faut ouvrir les personnes qui peuvent réaliser l'audit ou qui le possèdent entre guillemets ce label là. Et par contre moi j'ai plutôt pris ce parti là en disant si t'en parles pas et que même si tu es vertueux sur le truc en te disant j'en parle pas, du coup ça va pas se savoir et si ça se sait pas tu auras du mal à enclencher ça. Donc j'ai la faiblesse de penser que ça va démarrer quelque chose et ça va être pour du meilleur plutôt que pour du pire. Mais c'est un point de vue. Quelle que soit la pratique, si c'est pour la bonne cause, je valide. Voilà, il faut juste faire attention parce que de toute façon, justifie les moyens. si c'est mal fait, entre guillemets, ou si c'est fait à mauvais dessin, ça va retomber sur l'entreprise. Et ça va retomber sur le label. Et sur le label, et ça va casser votre démarche, ça peut nuire à l'image tout simplement aussi. Nous, de toute façon, on dit aux entreprises, quand elles ont le label, on les coach aussi sur comment communiquer. Parce que sinon, si vous dites ouais, on a le label, on prend tous l'avion, on va aux Seychelles fêter ça, je caricature, mais vous êtes mort. Et en fait, donc, je rebondis parce que c'est très pertinent. Donc Lucie et donc Digital Lead, bientôt l'année prochaine, vont utiliser les mêmes procédures. Il y a déjà eu une session Digital Lead. Il y aura une nouvelle promotion en 2025. Soit. Donc la question, c'est ils utilisent la même procédure, c'est pour avoir la labellisation, c'est chacun a ses grilles à suivre, chacun a ses propres méthodes. C'est standardisé. En fait, le processus est tout le temps le même. Là, c'est uniquement l'action collective qui est portée pour créer une dynamique et rassembler plusieurs entreprises pour suivre le même processus de labellisation. Après, le processus pédagogique est quasiment à peu près le même. Voilà, c'est juste que Digital League,
c'est dans d'autres régions, mais c'est exactement le même label, le même processus d'obligation, les mêmes audits, tout est pareil. Il peut y avoir quelques différences sur les modalités pédagogiques, la façon dont on fait, parce qu'il y a eu des choix, des arbitrages faits avec Digital 113 pour correspondre au mieux au contexte économique et social local. Et avec Digital League, il y a des choses qui ont été adaptées qui sont légèrement différentes. Par exemple, Digital League, eux, ils ont pris le parti d'obliger les entreprises à passer le label en fin d'accompagnement. Alors qu'avec Digital 113, on a pris plutôt le parti de dire on ne veut pas faire peur aux entreprises, on veut déjà qu'elles s'engagent, donc au pire, elles se forment, on va dire, au mieux, et si elles ne veulent pas passer le label, si elles ne se sentent pas prêtes ou X raisons, c'est pas grave, au moins elles ont commencé la démarche. La moulinette est la même, tu ne te fais pas cuisiner au même moment, et en revanche, les engagements sont forcément pas les mêmes, puisque l'entreprise est différente et se situe à des niveaux différents. Nous, Pierre Fabre, on a 500 sur les 500 qu'il faut avoir pour le label de niveau 2. Sur la première fois où on l'a passé en 1 an et 2 mois, on a 573,1 points ou 2 points. Et donc du coup, on doit on est dans une démarche d'amélioration continue. Ce ne sera pas exactement les mêmes engagements que quelqu'un qui, comme Strasbourg, a 700 points au bout de 2 ans dans une première démarche, par exemple. C'est intéressant ce que tu dis sur l'obligation de passer le label, parce que je crois que c'est issu de notre promo, enfin de la promo à laquelle je fais partie l'année dernière, parce que justement, nous, c'était pas obligatoire. Et on était plusieurs à avoir soumis la problématique à dire mais c'est dommage, parce qu'on est en train de se préparer à un label, sauf qu'on n'est pas sûr qu'on va le passer en interne. Alors heureusement, après 2-3 mois de travail, on a réussi à convaincre le COMEX et le board d'y aller. Et si on n'avait pas réussi, au final, on aurait fait la formation. Alors ça nous aurait appris plein de choses. Et je trouve que sans le label, on ne transforme pas cet investissement en fait. Ça ne permet pas vraiment d'implanter des petites graines un peu dans toutes les directions et de mettre en place des KPI qu'on va suivre dans le temps sur le numérique responsable. Je trouve ça très bien d'obliger. Des fois, on est un peu obligé de fonctionner au bâton, c'est un peu dommage. Mais et ça, c'est la première impulsion. Par contre, il y a des gens qui sont ravis ensuite quand on voit que ça se passe bien, quand il y a des impacts positifs dont ils sont les auteurs. Voilà. Ah non, c'est sûr. En interne, après, de toute façon, ça se passe souvent bien. Parce que les gens sont souvent trouvent que c'est pertinent d'y aller. C'est comme quand on commence la course à pied, quoi. Et en termes de temps, ça représente quoi? Parce que on a eu la chance d'avoir vos témoignages où vous avez des postes qui sont spécifiques là-dessus. Mais par exemple, sur une entreprise un peu plus moyenne, avec moins de moyens humains, comment on fait quand on n'a pas ce genre de personnes avec ce genre de poste dédié? Alors, ça dépend de la taille de la structure, mais on essaie vraiment de vous aider pour, vous êtes une structure de 20, pour optimiser au maximum le temps. Après, c'est difficile de dire exactement le temps, parce que ça va dépendre de la culture de l'entreprise. Si vous êtes dans une culture du process, mine de rien, à un moment donné, il faut prouver les process qui existent. Et si vous n'avez pas les documentations, si ça n'y est pas, ça, il va falloir le construire. Et on essaie de vous aider pour construire ça de manière la plus simple possible, ou avec même des modèles qu'on a, ou pendant les échanges en collectif, d'autres entreprises peuvent vous partager aussi ce qu'ils ont déjà. Voilà. Mais ça peut consommer beaucoup de temps, oui, parfois, oui, ça, il faut en avoir conscience. Après, ça dépend des postes qu'il y a. Enfin, moi, au début, j'étais pas sur ça du tout. Enfin, j'ai pris mon poste il y a 1 an de gestion de projet en général. Et au fur et à mesure, on est allé au fur et à mesure vers la RSE. Donc après, c'est des choix qui ont été faits. Donc moi, au fur et à mesure, tous les 3 mois, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce qu'on va à fond sur la BLNR ou est-ce que plutôt on va sur des projets plutôt juridiques, plutôt RH? Parce que moi, je suis responsable projet auprès de la secrétaire générale du groupe. Donc, il y a 1 milliard de sujets, donc c'est des choix qui ont été faits. Et je pense que ça soit une grosse entreprise ou une petite entreprise, s'il y a des personnes qui ont un peu des postes transverses comme ça, c'est des choix en interne à défendre auprès du board et du COMEX, de se dire, cette année, notre poids, on le met là-dessus, et puis l'année prochaine, on le mettra peut-être sur un autre sujet. Oui, mais quand tu dis que c'est des choix qui ont été poussés, est-ce que ça a été poussé par la direction ou est-ce que ça a été poussé justement dans le sens inverse par les employés comme toi, par exemple? Nous, on a poussé par les collaborateurs. On a poussé auprès des collaborateurs, on a convaincu la secrétaire générale, qui a convaincu le board. Et après, chacun s'est engagé à libérer un tout petit peu de temps de leurs équipes, notamment la partie DSI qui est très importante dans la BEL, qu'ils ont fait. Pas autant que je voudrais, mais j'ai envie de dire, c'est comme tous les sujets, c'est de la conduite du changement, du temps passé, de la compréhension. Peut-être que je peux préciser ça, oui. En fait, il va y avoir 2 typologies. Il y a ceux qui vont porter le label, plutôt en binôme, et eux, il va falloir qu'ils aient un peu plus de temps libéré pour ça. Ça peut varier, de mi-journée. Voilà, c'est
c'est plutôt en toutes les 2 semaine. semaines, ou oui, quand même. Parce que c'est une demi-journée par mois dans le processus qu'on a. Mais ça dépend. Ça peut ne pas être simple. Ça dépend si on le fait en 6 mois ou en 12 mois. Ça dépend de la temporalité aussi. Moi, sur les voilà. 12 mois, des fois, il y a un mois où je mets qu'une demi-journée dans le mois sur le sujet. Parce que j'ai trop d'autres sujets que je ne peux pas. Et après, il y a l'appui des équipes transverses, en fait, qui vont, elles, libérer beaucoup moins de temps, bien sûr. On va pas être sursollicité. Mais qui vont peut-être 2 heures à un moment donné. Une demi-journée, voilà. Ça peut être bien d'avoir les dirigeants, par exemple, ici, le lead. Oui, pour être très clair, moi de mon côté, c'est grosso modo, j'ai 3 thématiques plus ce qui fait le roulement et le fond de mon poste, c'est surtout de l'animation de communauté pour faire simple et du coaching en lien avec des thématiques à impact social ou environnemental, donc c'est 15% de mon temps de travail. C'est aussi 15% côté de ma collègue Laetitia, c'est aussi 15% côté DSI et membre du COPIL. C'est quand même plein de petits bouts, et puis après, comme on est un peu liés vis-à-vis des engagements, bah, quelque part on se challenge mutuellement quand on voit qu'il y en a un qui a une météo un peu grise, et donc ça fait rebosser un peu la personne sur le sujet. Ce que je peux comprendre, c'est que grosso modo, tout cumulé, c'est un ETP. Chez moi, c'est clair. Ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille de la structure. Mais après, plus la structure est petite, plus la transversalité est rapide. Moi, je dirais un demi-OTP, on est 3 000. C'est un peu plus que ça. Selon votre taille de structure, on Ouais, peut ça vous mettre en relation avec d'autres boîtes qui ont fait la démarche et qui sont capables de vous donner un petit peu, eux, leur temporalité. Vous êtes combien à peu près Là, on est à 10. Vous êtes 10, et c'était 2 personnes, et ça leur prenait combien de temps en cumulé pour avoir une ordre d'idée? Parce que là, on voit 2 gros exemples quand même, mais c'est pas tout. Ouais, alors il y a beaucoup de sujets sur lesquels, en fait, nous, on n'avait pas les réponses et on n'était pas préparés. Alors, dans la démarche NR, en fait, il y a des items sur lesquels nous, on n'avait pas spécialement d'informations, et il a fallu construire les outils. Je parle, par exemple, de RGPD. Nous, dans une taille de 10 personnes RGPD, on a pris l'avis de personnes expertes qui nous ont donné des informations de comment ça se passe dans les grandes boîtes. Le type, vous avez un DPO et il va vous filer le registre de données. Vos données sensibles, relatives à la santé, oui, mais on n'est pas une enquête de santé, etc. Donc il a fallu qu'on aille chercher ces informations, qu'on comprenne ce qu'est un DPO. Est-ce que légalement on peut avoir un DPO en interne? On n'a pas vraiment l'information. Combien ça coûte en externe? Donc au final, on n'en a pas en externe, mais on a fait le registre des données. Donc il y a beaucoup de sujets qu'on a dû construire. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que ça nous permet, là je parle du niveau 2, parce que sur le niveau 1, il y avait peut-être un peu moins de sujets. Le RGPD, si en principe, on est dessus. C'est l'occasion de le faire en tout cas dans il y a des sujets un peu sensibles où on nous a dit, moi je ne l'ai pas encore passé au niveau 2, mais genre on a le droit d'être faible sur aucun sujet au niveau 2. Il y en a qui nous ont dit sur les essentiels. Bon, ce qui est vraiment vital dans l'entreprise, vous ne pouvez pas. Donc en fait, il y a des choses qui nous ont pris que c'est coûteux en temps. Parce que on ne savait pas comment faire, on a pris des avis externes et on a dû construire un peu des référentiels qu'on n'avait pas. Et inversement, il y avait des sujets où en fait on était assez à l'aise, mais il fallait fournir des pièces complémentaires. Et par exemple, moi j'ai des difficultés avec des prestataires externes où je leur dis donnez-moi le certificat comme quoi votre infrastructure cloud est vertueuse. Est-ce que ils disent c'est super vertueux, on a pas de consommation. Ok, donc voilà. Là, j'ai beaucoup d'échanges mails où ils veulent rien me donner, ils disent qu'ils sont parfaits. Or, il faut fournir des preuves. Les preuves elles sont basées sur des labels, des certificats. Ou à minima, votre intentionnalité d'aller chercher la preuve. Et après, ça ne marchera pas partout. Voilà. Si 90% de vos preuves, c'est juste intentionnalité, c'est pas possible. Je veux juste ajouter quelque chose, par contre, c'est hyper intéressant comme discours. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais une de nos entités dans le groupe est déjà labellisée et ils sont que 30. Et eux, ils m'ont expliqué, parce que ça nous a aidé dans notre démarche, en fait, ils ont été labellisés et on les a rachetés. Et là, ils sont sur un process de relabellisation pour l'année prochaine. Ils m'ont expliqué que eux, à 30, en fait, ce qui a beaucoup aidé, je pense que aussi sur les petites entreprises, ça fait peut-être la différence, c'est si les entreprises sont déjà engagées ou pas. Cette société, en l'occurrence, elle s'appelle Primobot, vous pouvez aller voir le site web. Ils sont hyper engagés au niveau sociétal et environnemental. Et du coup, ils m'expliquaient qu'à 2, ils avaient réussi à faire avancer le projet hyper vite. Je crois qu'ils ont été labellisés en moins de 6 mois. Parce que justement, en interne,
ils avaient déjà des gens moteurs, même sur les... Ils m'ont dit effectivement la même chose, qu'il y avait beaucoup de documents qu'ils n'avaient pas, qu'ils ont dû construire, mais ils avaient eu quand même en interne pas mal d'aide pour justement construire les documents de preuve, même pour le niveau 1. J'ai envie de dire que ça dépend aussi du niveau de maturité de l'entreprise et d'investissement sur ces sujets. Oui, cet exemple de petite société, c'était label 2 Non, c'était niveau 1. Si vous êtes un pure player, c'est vrai qu'il n'y aura qu'à formaliser en fait. J'en ai un qui est spécialisé sur une plateforme de bilan carbone, une session de Toulouse, et eux, c'est vrai que globalement, ils font déjà énormément de choses en fait. Ils sont déjà en charge de reconnaissance depuis des années. Leur logiciel, ils ont déjà intégré des marges d'éco-conception. Enfin, voilà, donc ils ont uniquement à retranscrire ça dans des documents pour prouver ou fournir des preuves de 3 fournisseurs. Mais c'est moins coûteux que si vous ne connaissez rien à l'éco-conception et que vous faites de la conception de services numériques. Là, il va falloir aller chercher un minimum d'infos et vous allez culturer avec le sujet. Et oui, et ça prend du temps en plus. Qui va se rajouter en plus sur la démarche stricto sensus du label, de tout le processus. Et il y a des passerelles entre le niveau 1 et le niveau 2 si on décide de s'engager sur le niveau 1 et puis de... En cours, tu veux dire, de changer Si tu fais à la fin du cycle, non, il n'y a aucun souci. Tu fais ton cycle niveau 1, au bout de 24 mois, tu décides de basculer sur un niveau 2, tu vas engager un cycle de niveau 2. C'est pas plus rapide tu vas gagner du temps, clairement. Alors, surtout, nous, avec... j'allais dire les emmerdements qu'on donne aux entreprises, avec la rigueur qu'on essaie de leur mettre, ils sont câblés pour le niveau 2 en général. Voilà. Et c'est plus de temps Oui, naturellement, ça prend quand même ça prend plus de temps. La façon de construire les engagements aussi est différente, est beaucoup plus collégiale. L'audit prend plus de temps. Enfin voilà, c'est tout ça qui met quand même qui mis bout à bout met plus de temps. Mais dans le dispositif qu'on a monté avec Digital 113, quand même, vous êtes très bien armé pour le niveau 2 en général. C'est plutôt la partie oui. Merci. J'avais juste une petite question par rapport à l'audit de renouvellement. Vous parliez des principes justement qu'il fallait renouveler. J'ai cru comprendre changer. Est-ce que du coup, si on s'engage sur une dizaine de principes ou de tirs suite à la récente modification de l'agence Lucie, si je ne me trompe pas, est-ce que du coup les principes qu'on prend d'engagement sur la labellisation, qu'elle soit niveau 1 ou niveau 2, doivent être différents quand on se fait auditer pour le renouvellement? Alors déjà, à la fin de ton premier cycle, les engagements, tu es censé oui, bien évidemment, les avoir atteints. Après, ça arrive de ne pas avoir atteint tous les engagements. Oui, mais l'idée, c'est d'en prendre déjà des nouveaux, d'aller encore plus loin. C'est vrai que des fois, on se dit, mais comment je vais aller plus loin? Mais en général, il n'y a pas de souci. Au bout de 2 ans, on trouve toujours des nouvelles choses à faire. Donc l'idée, c'est de... Oui, il faut renouveler, il faut compléter tout ça, aller encore plus loin dans la démarche. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit à la fin du premier cycle, c'est que c'est même plus... Vous n'avez plus autant besoin de co-construire ça. C'est directement les services qui viennent et qui disent « Ah, j'ai une idée, tiens, j'ai eu un collaborateur qui m'a remonté ça ou un fournisseur. » Et plus naturellement, les engagements se construisent de manière beaucoup plus naturelle. Par contre, on vous demande d'aller un cran plus loin à chaque fois sur chaque chose. Si vous êtes déjà bon sur un élément et que vous avez eu le label sur un niveau 1, arrivé au deuxième cycle, il faudra vous améliorer parce que ce qui était peut-être vrai il y a 2 ans, l'état de l'art fait que maintenant on est allé plus loin sur le sujet, il faut progresser. Donc c'est pas un acquis, ça demande du... Et donc du coup, à minima, j'imagine qu'il faut au moins attester qu'on est resté sur la même dynamique et qu'on n'a pas diminué en puissance, voire comme tu le disais, du coup aller plus loin dans la démarche. Oui, ça compte énormément dans la démarche. La dynamique, les moyens mis, la volonté du top management aussi. Voilà, c'est hyper important pour montrer la sincérité de la démarche. Après, il y a toujours des contextes économiques qui font que c'est compliqué. Il y a une crise. Nous, on a été labellisés, on a chopé le Covid dans la foulée, donc bon, c'est sûr que ça a freiné 2-3 trucs. Mais voilà, tout peut s'entendre tant que vous montrez que vous adaptez vos engagements et votre plan d'action. Et au final, c'est juste d'adapter votre intégration du numérique responsable dans votre démarche. C'est juste ça qui est voulu. Et là, par rapport à la remarque que je vais faire, je suis partagé par rapport à le même échange qu'on vient d'avoir tout à l'heure, mais selon moi, pour les mêmes raisons, je vais le dire. L'accompagnement m'a aidé, et a aidé l'entreprise, parce qu'on n'avait pas de questions à se poser sur est-ce qu'on faisait fausse route ou pas dans la méthodo, et est-ce que quand on posait les engagements tous ensemble, est-ce qu'on était à peu près sur le bon niveau d'engagement, ni trop haut parce qu'à un moment donné on n'est juste pas capable de les tenir, ni trop faible parce que du coup on va se faire retoquer. Et là cet accompagnement nous a surtout servi sur ces 2 aspects. Et cet accompagnement-là et cette parole-là
elle vient pour essayer de se dire et d'aider d'autres entreprises à le faire pour continuer à structurer le label, pour qu'il y ait des contraintes qui se mettent au départ pour que chacun se mette en ordre de marche. Voilà. Et donc j'espère que ça structurera encore davantage le label, son sérieux, son crédit, pour que d'autres gens s'y mettent. Et que ça se retrouvera dans les contrats, les clauses d'achat des entreprises comme la mienne et qui vous font travailler.